Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de toujours voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui je reçois Alizée Baudez, une nomade digitale web marketer. Alors avec Alizée, on a beaucoup discuté de sa vie en tant que nomade digitale. Tu vas découvrir pourquoi et comment elle a eu envie de devenir une nomade digitale. On a aussi discuté minimalisme, organisation et productivité du travail et aussi l'organisation de ses voyages. Tu verras à travers cette interview que être un nomade digital ne veut pas forcément dire travailler les doigts de pied en éventail au bord d'une piscine ou au bord de la mer en Australie ou à Bali, mais qu'on peut aussi vivre comme tout le monde, mais vraiment profiter de chaque week-end, chaque soirée pour être un peu en voyage. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer. Merci de m'avoir invité à ce podcast. On va commencer tout simplement. Quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, comment tu te définis, comment tu te présentes? Alors, je donne mon prénom déjà, ça aide pas mal. Souvent, j'explique mon prénom aussi parce que à l'international, Alizée, c'est très compliqué à expliquer. Ouais. On me demande si c'est Alice, si c'est autre chose. Et puis, je dis que je suis une web marketer de 29 ans maintenant qui a décidé de quitter Paris il y a un an, pardon, pour voyager au gré de mes envies parce que la vie sédentaire ne me convenait plus. Et donc je travaille à distance avec mes clients et je profite de la vie. Voilà. Tu profites de la vie, le plus important. Et donc ça fait un an que tu voyages, que tu n'es plus sédentaire, donc tu travailles à Paris. Et avant de voyager, tu avais déjà commencé ton activité dans le marketing digital? Oui, tout à fait. En fait, je suis dans le monde du web depuis 1999, Ouais. dès qu'il y a eu un ordinateur à la maison. Mais de façon professionnelle, je crois que j'ai commencé en 2012. Oui, 2012. J'étais en école de commerce et j'ai fait pas mal de stages en agence web, en e-commerce et autres. Et puis avoir eu en 2015, j'ai été embauchée à Paris, le CDI parisien dont tout le monde rêve. Ouais. J'ai été embauchée à Paris, donc c'était quoi? C'était début 2016 et j'ai fait 2 ans là-bas. D'accord. Et mon activité de freelance, en fait, je l'ai commencé parce que entre le moment où j'ai eu mon diplôme et le moment où j'ai eu de chômage parce que le marché de l'emploi français. Voilà, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, je me cherchais un peu, je savais pas trop quoi faire si je voulais être à mon compte. C'était un peu le grand débat. Je postulais, mais je savais pas trop, etc. Et puis en même temps que postuler, je cherchais des clients pour voir ce que ça pouvait donner. Et si je me trompe pas dans les dates, je crois que j'ai commencé de travailler à Paris le 22 mars. Et officiellement, mon auto-entreprise a ouvert le 24. Donc en fait, j'ai toujours eu finalement les deux activités parallèles. Tu as fait les deux en même temps. Mon CDI de 40 heures plus mon activité de freelance pendant les 2 ans. Et après 2 ans, je me suis dit que j'avais assez d'expérience pour faire que du freelance. Voilà. Et donc c'est toi qui es parti de ton CDI? Oui, tout à fait. D'accord. Si je peux me permettre, je vais lire un petit passage d'un article que tu as fait que je partagerai en dessous parce que je pense qu'il peut il peut résonner avec pas mal de personnes. Donc ce passage, alors j'ai l'impression de vivre dans un plateau de jeu. On lance les dés, on avance de 2 cases, on tire une carte chance. Parfois avec un peu de stratégie, on a plus de chances de gagner. Mais en fin de compte, on reste à tourner en rond sur ce fichu plateau en 2 dimensions, représenté par un pion. C'est dire tout le sens que cela véhicule à attendre le tour des autres. J'ai décidé de ne pas passer mon tour. J'ai décidé de ne pas lancer les dés, mais plutôt de balancer le plateau. C'est ce que tu as écrit sur ton blog. On est beaucoup à avoir un peu cette sensation d'être un peu enfermé dans le métro boulot dodo et qu'on a envie à un moment de tout lâcher, de partir à l'aventure. Il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'action. Toi, comment tu as réussi à partir en fait à te lancer? Alors en fait, c'est vrai que ce côté plateau de jeu où on se sent un peu enfermé, c'est quelque chose qui vient pas tout de suite quand on commence à bosser. En tout cas, c'était pas le cas pour moi. C'est assez excitant au début parce que c'est tout beau, tout neuf, on est dans une grande ville et c'est motivant. Par contre, en fait, il y a un moment où j'ai commencé à faire les comptes de façon très cartésienne et analytique parce que je suis pas du tout intuitive comme personne. Et en faisant les comptes, donc
ne serait-ce que d'un point de vue financier. Là où je m'en suis vraiment rendu compte que ça déconnait, c'était un peu plus d'1 an et demi après avoir été embauchée. J'ai voulu partir en vacances. Voilà. Ouais. J'étais déjà partie une semaine par-ci, une semaine par-là, aller voir mes parents, tout ça, mais je voulais vraiment prendre des vraies vacances où pendant 10 jours, je faisais rien, où j'étais à l'hôtel, enfin un truc bien, quoi. Et donc on a regardé, on pouvait aller avec mon copain et on s'est décidé à partir en Grèce. Mais la Grèce, ça peut être cher en été, donc on est parti la dernière semaine de septembre. Donc vraiment la toute fin de la saison, l'hôtel fermé après qu'on soit parti, quoi. Et donc pour pouvoir, donc on est parti de 10 jours, on a loué une bagnole, ce qui nous a coûté 200 balles pour les 10 jours, c'était voilà. C'est pas cher. Et c'est pas cher, et l'avion non plus, et un hôtel bien, quoi, quelque chose de vraiment sympa. Mais voilà, je m'étais pas payé de vacances où je payais tout. C'est rien d'exceptionnel, ouais. Rien d'exceptionnel, c'était juste voilà un hôtel avec piscine, des vraies vacances, quoi. Des vraies vacances. Ça nous a coûté, pour être complètement transparent, 1000 balles chacun pour 10 jours. Voilà, tout bien. Et en fait, je me suis rendu compte que ces 1000 balles, pour les sortir, il fallait que je compte pas sur mon CDI parisien, mais sur mon activité de freelance. Et en fait, mes vacances de 10 jours à la mer que j'ai pu me payer après 1 an et demi à bosser plus de 40 heures par semaine, c'est pas parce que je bossais 40 heures par semaine que je me les payais, c'est parce que je bossais le week-end en plus. Parce que tu travaillais à côté, ouais. Parce que j'avais mon activité en plus. Et là, tu t'es dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Je pouvais pas me payer ça avec mon CDI parisien. Alors j'avais un salaire qui était correct pour le métier que je fais, avec l'ancienneté que j'avais. Mais la vie parisienne coûte vraiment très cher. La vie parisienne coûte trop cher. Alors après, j'étais aussi une jeune diplômée. Je remboursais encore mon prêt qui me coûtait, je crois, 250 par mois. Mais après, étudiant à 250 par mois, c'est pas si cher. Enfin, j'ai des amis qui payent beaucoup plus que ça. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait les calculs pour mon prêt pour être sûre de pouvoir le rembourser correctement sans me mettre la rate au courbouillon. Voilà. J'ai tout planifié, j'ai tout fait pour que ce soit le mieux possible et je me retrouve à pas pouvoir vivre une vie normale. Je pouvais pas je mettais quasiment rien de côté. C'était pas la vie que t'espérais, en fait. Enfin, ouais, en fait, le calcul collait pas. Le calcul collait juste pas. Et j'avais des collègues qui étaient payés bien moins que moi sur d'autres postes, avec des enfants qui vivaient dans Paris. Je me suis dit, mais c'était impossible. C'est juste pas possible. C'est juste impossible. Et donc, du coup, une fois que j'ai fait ce calcul-là, je me suis dit, bon, c'est bien ma cocotte, bravo. Tu te rends compte que ce système-là ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc je me dis, bon, le rêve pour moi, ce serait le digital nomade, parce que c'est un mode de vie qui m'a attirée. J'ai commencé à m'y intéresser, je pense en 2013, 2014, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 4-5 ans. Ça fait un bon moment, ouais. Comment t'as découvert cet univers? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'était les premières fois où je cherchais un stage quand j'étais étudiante. J'avais vu des offres passer d'offres en télétravail et je me suis dit, purée, c'est quand même super cool. Je fais un métier dans le web qui me permet de bosser sans devoir me déplacer. Ouais. Qui était pour moi complètement nouveau parce que ça paraît évident aujourd'hui, hein, mais pour toi, mais quand j'ai eu mon bac en 2008, c'était pas du tout envisageable. En 2008, c'était très rare les gens qui faisaient ça. Et pour la majorité des personnes, c'est encore c'est impensable qu'il y ait des gens qui travaillent comme nous. Complètement, c'est très très bizarre. Et donc du coup, j'avais vu que c'était possible, je m'y étais intéressée, puis je me suis dit bon, finalement non, c'est pas le moment. Et puis c'était beaucoup de ce qu'on appelle des scam jobs, un peu, c'était des trucs, des stages uniquement payés à la commission, enfin des trucs un peu. C'est ça, c'était pas pour gagner de l'argent, quoi. C'était pour faire une petite expérience à côté. Non, puis c'était voilà. Donc à l'époque ça s'est pas fait, mais ça m'avait bien intriguée. Et puis après je suis tombée sur des bouquins comme La semaine de 4 heures. Ouais. Et, je pense que c'est un déclencheur pour beaucoup de personnes. C'est un gros décleur ce bouquin. Et puis de toute façon tout le travail de Tim Ferriss depuis est aussi très très intéressant. Donc ça, évidemment, je suis tombée dessus, je sais plus comment, cherchant des bouquins sur Amazon, et celui-là c'était dans les best-sellers et je crois qu'il est toujours dans les best-sellers 10 ans après.
Et le titre est très alléchant, donc évidemment je l'ai lu. Je l'ai fait lire à mon copain qui m'a dit OK, il faut qu'on fasse ça. Enfin, enfin, c'est possible. Il y a un mec qui a réussi à le faire il y a 10 ans. Il y a aucune raison qu'on puisse pas le faire aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, juste pour revenir sur le titre, c'est Mhm. c'est pas comme ça qu'il voulait appeler au début. En fait, il a demandé à sa communauté, il avait plusieurs titres, et il a demandé de voter en fait à sa communauté. Et c'est comme ça, un peu en faisant un test AB, qu'il a pris ce titre-là. Mais Ah, je savais pas ça. en fait, jamais tu travailles 4 heures par semaine au final, parce que Non, pas du tout. quand t'es Pas du tout. passionné, enfin, moi je travaille hier soir, j'ai bossé jusqu'à minuit, mais c'est pas vraiment du travail, quoi. Tu fais ce que t'aimes. Non, la question, voilà, c'est pas la question de combien d'heures tu finis par bosser dans la semaine. La question, en fait, c'est comment tu organises ta vie pour que ça fonctionne pour toi et pas que tu fonctionnes pour elle. Exactement. Voilà, et ton travail surtout. Et du coup, ça m'a donné des pistes, en fait, de me dire, voilà, c'est possible, il y a des pistes, il y a des choses qui permettent d'avancer un peu. Et puis au fur et à mesure, je commence à lire des blogs, à voir des vidéos de gens qui étaient à Bali, tout ça, ça vendait du rêve. Et donc pour rester dans mon analyse très très cartésienne, j'ai fait le calcul. Je suis allée sur Airbnb et j'ai regardé combien ça coûtait de vivre un mois à tel endroit, en faisant des exemples. Et puis on a regardé avec mon copain. Puis en fait, en faisant le calcul, on s'est rendu compte que entre ce que je payais pour, en tout cas moi de mon côté, ce que je payais pour aller voir mes parents une fois de temps en temps dans l'est de la France, mon remboursement de prêt, mon loyer Le exorbitant, loyer, ouais. sachant que je suis pas quelqu'un à Paris, je vivais, entre guillemets, j'y vivais pas. C'est-à-dire que j'allais au resto très rarement. Enfin, j'allais le midi parce qu'il y avait pas d'autre option à midi là où je bossais, donc c'était souvent le resto. Donc ticket resto, et puis ça revient vite à rajouter 5-6 euros pour avoir un repas normal. Ouais. Et puis avec les collègues, la dynamique de collègues aussi fait qu'on sort plus entre collègues. C'est ça, tu vas pas rester tout seul à manger ta salade dans une pièce, Voilà, dans le bureau. c'est sûr. En général, il y a quand même une dynamique qui se fait et qui est sympa aussi. Ça fait partie du truc et j'appréciais beaucoup ça aussi. Et puis après, il y a tous les trucs en plus, c'est-à-dire que j'allais très peu chez le coiffeur, je fume pas, je sors pas, je bois pas. La mini planchette à 20 balles dans les bistrots, c'est pas possible. Mon copain bossait vers Saint-Lazare pendant un temps, la bière était à 8 euros. On vient d'Alsace, enfin, on a fait nos études en Alsace, donc la bière à 8 euros pour nous, c'était juste une C'est aberration. inconcevable. Voilà. Et en fait, en voyant tous ces trucs-là, on se dit bon, finalement, la vie parisienne, on n'en profite pas du tout. Moi, après avoir été toute la journée, enfin toute la semaine dans le métro, tous les matins, tous les soirs, j'en pouvais plus, ça me crevait. Du coup, le week-end, je sortais pas. On vivait juste à côté d'un des meilleurs cinés de la ville. J'y suis allée 2 fois en 2 ans parce que 12,50 € la place parce que j'avais plus de 26 ans. Ouais, tu peux pas. Il y a un moment, tu peux pas vivre à Paris, oui. C'est pas une vie, enfin c'est pas ce que je conçois comme étant une vie. Je pouvais pas sortir courir parce que je faisais de l'asthme et je crevais je prends 3 coups de ventoline à chaque fois que je faisais 10 minutes de course. Enfin, c'était plein de petits trucs qui faisaient que t'étais à Paris mais tu t'en profitais pas du tout, quoi. Je profitais pas, voilà, j'avais mes collègues mais et des amis, mais ça s'arrêtait à ça, je les voyais pas parce que j'aimais pas sortir. Donc ça me correspondait pas du tout. Et en fait, en faisant le calcul, on s'est rendu compte que un mode de vie en vivant dans d'autres villes et en voyageant, ça nous revenait en tout cas pas plus cher que de vivre à Paris. Donc d'un point de vue purement financier, on restait gagnant. Et 1 an après, je peux te valider que en fait, on est gagnant. J'ai jamais mis autant de côté que cette année. Et est-ce que tu utilises le site Nomadlist? Oui, énormément. Ouais. Énormément. Beaucoup au début. Maintenant, ça dépend. Ouais, mais juste pour voir en fait le coût de la vie déjà dans des villes, c'est juste cette partie-là déjà, c'est très intéressant. C'est super bien fait. Il y a numbers aussi.com, je crois. Ouais. Un truc comme ça, qui permet aussi de voir ça. Je me rappelle plus exactement du nom, mais et c'est vraiment super pratique, ouais. Ah, carrément. D'accord. Carrément, puis c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que en fait, quand on vit dans une ville, on s'habitue aux standards de la ville, notamment à Paris.
Où en effet, moi, faire mes courses, bah oui, j'avais les tarifs Franprix. Les tarifs Franprix, c'est très cher par rapport au Leclerc de province. Ça n'a rien à voir. Quand on bouge, et puis, enfin, notamment l'été dernier, on était à Budapest, mais Ouais, on c'est était quand tu manges, on restait tout le temps. quand tu manges pour 5 euros, ouais, tu t'en rends pas compte. Moi, la fin de l'année dernière, j'étais en Espagne et je paye 2 bières. Et le gars, il me dit un prix, je lui dis non, non, j'en ai pris 2. Il me fait oui, c'est le prix pour les deux. C'était 1,50 € les 2 bières. J'ai dit 1,50 € les 2 bières, mais c'est moins cher que l'eau du robinet, quoi. Mhm. Donc, ouais, c'est des Exactement. standards qu'on n'a pas l'habitude quand on est en région parisienne ou même tout simplement en France. Et il y en a beaucoup qui se disent non, je veux pas être nomade, ça va me coûter trop cher. En fait, non, ça coûte souvent moins cher. Et puis, après, ce qu'il y a aussi, et selon, je me suis rendu compte, mais ça fait aussi partie de toute la démarche, c'est quand on vit quelque part de façon sédentaire, on paye de l'espace de stockage. Ouais. Ça, pour moi, c'est un truc dont je me rendais pas compte avant, parce que j'ai grandi dans une très grande maison de 200 mètres carrés, où avoir des trucs, et puis c'était une époque, voilà, avoir des trucs, ça faisait qu'on était bien, quoi. Mm. Et de voyager, j'ai vendu énormément de mes affaires avant de partir. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait quand même vachement de place dans mon appart que je payais pour stocker des trucs que j'utilisais pas. Est-ce que tu te considères comme minimaliste? Alors, ça va dépendre des catégories de produits, d'objets. Dans tous les cas, je tends vers du minimalisme, ça c'est certain. À chaque fois que je refais ma valise, je pense à ce dont je vais me débarrasser, ce que je n'ai pas utilisé. Enfin, j'ai ce processus en fait qui est complètement intégré. Où même à chaque fois que je vais chez ma mère, je vais faire un saut dans le grenier là où il y a mes affaires d'hiver quand c'est l'été, mes affaires d'été quand c'est l'hiver. Enfin, j'ai quand même quelques trucs chez elle. Et je repasse, je fais une repasse en me disant bon bah finalement ça, là je vais y retourner dans quelques jours. Euh, je sais que je vais y passer, je vais changer une partie de mes affaires d'hiver contre mes affaires d'été parce que je suis à Athènes et il fait beau. Et je vais être dans des zones plutôt chaudes jusqu'à cet été. Donc je vais commencer à prendre mes affaires d'été. Et tous les trucs d'été de l'année dernière, c'est déjà des trucs qui ont été énormément réduits par rapport à avant. Et à chaque fois, en fait, je fais une repasse. Après, là où je suis un peu, j'ai quand même cette habitude de commander sur Amazon dès que j'ai besoin d'un truc, Ouais. qui est toujours là, mais je le fais de façon un peu plus raisonnée. Et puis il y a pour des objets aussi où je me suis rendu compte un peu de l'impact que ça pouvait avoir sur l'envie. Enfin, ça fait aussi un peu partie de ce mouvement minimalisme, de slow fashion, de choses comme ça. Et typiquement, j'avais besoin d'un gros sweat bien chaud pour cet hiver. Ouais. Le sweat que je me suis acheté, je l'ai cherché pendant 3 mois. Je l'ai payé 120 €, ce qui est beaucoup plus cher que ce que j'aurais jamais mis dans un sweat avant. Par contre, c'est de la laine de mérino élevée, de mérino de Nouvelle-Zélande, qui a été élevée de façon éthique. Je sais comment, je suis au courant, la marque me plaît beaucoup. C'est des gens qui font les choses bien. Et je sais que c'est un pull de très bonne qualité que je vais garder longtemps. C'est Icebreaker. Ouais, Icebreaker, c'est une marque très répandue un peu chez les nomades digitaux. Ouais. Ils sont super. Le produit est génial. Seagull aussi qui est français, je crois une marque française. C'est des super produits justement. C'est ça, quand on voyage beaucoup et qu'on doit réduire un petit peu ce qu'on met dans nos valises, on utilise aussi souvent des vêtements qui peuvent nous servir sur plusieurs choses. Par exemple, avoir un t-shirt qui peut te permettre de faire du sport, que tu mets tous les jours, qui fasse aussi assez habillé si jamais tu veux sortir. On achète moins, mais on achète mieux en général. C'est ça. Et aujourd'hui, je peux te citer chaque vêtement que j'ai dans mon placard. Sauf les chaussettes. Les chaussettes, j'en ai trop. Mais sinon, je peux te citer chaque élément que j'ai dans ma garde-robe parce que ils sont choisis. Ils sont là pour une raison qui est très précise. Et je sais pourquoi ils pèsent dans ma valise et pourquoi je m'enquiquine à les mettre sur mon dos quand je voyage et à les porter sur des centaines de kilomètres. Il y a une raison. D'accord. Et est-ce que justement tu as juste un sac à dos ou tu as aussi une plus grosse valise? Non, alors en tout, j'ai 3 sacs avec moi.
J'essaie de réduire au fur et à mesure, mais c'est pas évident. Et puis j'ai aussi pas mal d'objets de hobby, on va dire ça comme ça. J'ai un trépied, j'ai pas mal de trucs pour tout ce qui est dessin, etc. Parce que Ouais. je suis un peu, voilà, j'aime bien la photo, j'aime bien D'ailleurs, tu as pouvoir. des très belles photos sur ton feed, hein, sur ton feed Merci beaucoup, c'est Instagram. gentil. Ça, on voit que t'as l'œil, t'as J'y l'œil travaille, photographe. j'y Ouais. travaille. J'ai un gros sac à dos, sac de, ouais, vraiment sac backpackers qui fait partie de la. Alors c'est un Décathlon à 40 balles. Hein. J'ai pris le truc le D'accord. plus basique parce que j'y connaissais rien, un sac de rando et trucs comme ça. Et je voulais un truc de base qui puisse me suivre. Et en fait, c'est un des premiers sacs de chez Decathlon qu'ils ont fait qui peut s'ouvrir comme une valise. Donc ça fait Ouais. sac de rando mais qui se remplit que par le dessus. Ouais. On peut Ce qui mieux est très ranger à pratique. l'intérieur. Ouais. Voilà, c'est ça. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment super et je peux mettre mon PC dedans aussi et me balader avec mon PC, donc ça c'est nickel. Et j'ai un troisième sac qui est vraiment un petit sac, je crois qu'il doit faire 20, 30 litres, je crois. Sac pareil, Décathlon à 20 balles, hein, je peux aller chercher très loin. Qui est un sac à tout. C'est-à-dire que si je dois rentrer, si je dois bouger pour un week-end, ça me suffit. Si je dois aller en espace de coworking, je peux aller bosser avec. Voilà, c'est mon petit sac à tout. Et en général, il est plié et il est à plat dans ma grosse valise quand je voyage et que je prends l'avion. Comme ça fait que Il deux permet sacs à vraiment de trois. Je bouger peux me après. Ouais. balader avec moi. Oui, voilà, D'accord. c'est le petit sac de tous les jours, voilà, que je peux embarquer sur mes petites aventures et pas sur les grosses aventures. D'accord. Justement, tu parlais de coworking, ça va me permet un peu de faire une transition sur un peu ton organisation de travail, comment tu travailles, comment tu arrives à être productive. C'est quand on a été salarié, qu'on nous a un peu guidé, c'est peut-être pas évident de se lancer au début et d'être autonome et d'être productif. Comment toi tu t'organises au quotidien? Alors en fait, alors j'ai beaucoup de chance, c'est que mon copain bosse de la maison, enfin depuis chez nous, depuis plus longtemps que moi. Donc il a commencé à bosser depuis Paris avec son entreprise, donc il est en remote à 100%, D'accord. à distance. Et du coup, lui, il est capable de s'organiser beaucoup mieux que moi, clairement. Donc je me calque sur lui. Je me suis beaucoup calquée sur lui pour commencer, c'est-à-dire que sinon, si moi je m'écoutais, en tout cas au début, je me serais levée tard et j'aurais pas été efficace. Je dis pas qu'on se lève tôt tous les matins, mais en tout cas on se lève, c'est déjà bien. Euh, en fait, pour moi, la productivité, en général, d'un point de vue purement pratique, on est souvent quand même à la maison parce qu'on a notre espèce de routine qui fait que ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on se lève, on commence à bosser, il y en a un qui fait le café, on se prend un petit déj. On a une espèce de petit train-train comme ça qui s'est mis en place, qui fonctionne bien pour nous, à D'accord. deux. Et on reste beaucoup à la maison, mais parfois, moi, quand j'ai besoin d'être à fond sur une tâche ou que j'ai besoin d'un endroit plus créatif ou que j'ai juste besoin de bouger, j'aime bien aller bosser dans des cafés. Je suis une grande fan des Costa, des Starbucks, et autres trucs D'accord. comme ça. Et t'arrives à travailler avec tout l'environnement justement autour? Justement, en fait, c'est là où je suis plus, quand j'ai besoin d'un petit boost créatif, quand j'écris des articles ou quand j'ai besoin d'un moment de créativité et que je me rends compte que je tourne en rond dans mon environnement et que j'arrive pas à avoir d'idées, d'aller bosser dans ce genre d'environnement avec du monde autour, ça me rebooste. Je saurais pas dire pourquoi ni comment, mais ça fonctionne bien pour moi. D'accord. Et j'aime bien. Et je peux même, c'est la confidence stupide. Je peux parfois me mettre aussi comme musique juste des bruits de café avec le site qui s'appelle Noisely, je sais pas si tu connais. Ouais, si, ouais. Qui, en fait, qui génère du son, de bruit en fonction de ce que tu veux. D'accord. Et j'aime bien me mettre une ambiance terrasse de café en forêt. C'est un peu ça me permet de C'est original, ouais, mais si focus. t'as trouvé le truc, ouais. Moi, c'est pareil, j'ai une Ouais. musique sur YouTube, ça s'appelle Alpha Waves, et c'est une Ah oui, musique, je me suis conditionné, dès que je l'entends, je sais, mon cerveau, il se met oui, en c'est mode ça. hyper productif, quoi. C'est ça. Et des fois, même C'est un peu juste, bizarre, mais j'ai remarqué que des fois, juste mettre mes écouteurs, sans musique, juste mettre mes écouteurs, et je suis plus concentré. Même s'il n'y a pas de bruit autour, je sais pas, mon cerveau, il se dit, quand il y a les écouteurs dans les oreilles, on va bosser, quoi. bah, c'est ça. Je pense qu'il y a
la productivité, finalement, c'est du self-conditionnement. Ouais, on se conditionne, c'est ça, ouais. Une façon de se conditionner soi-même. Alors, il y en a qui fonctionnent en prenant du temps dans le métro, dans les transports, le matin pour passer en mode boulot, ils arrivent au bureau et ils bossent. Et puis, quand on est chez soi, quand on bosse de la maison ou d'ailleurs, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent. Moi, je sais que, par exemple, il y a des horaires. Ouais. Moi, je fonctionne avec des horaires qui correspondent pas du tout à l'environnement de travail traditionnel. C'est aussi pour ça que je sais que ça allait pas coller très longtemps entre les entreprises et moi. Un rythme décalé, c'est-à-dire tu travailles de quelle heure à quelle heure à peu près? En fait, alors déjà le matin quand j'arrive, en tout cas au bureau, je passais pas du tout de temps à blablater, je passe pas de temps à me faire un café, un machin. Moi, j'arrive, je bosse. Voilà, j'ai déjà passé 30 minutes dans les transports, je suis pas là pour jouer, quoi. Donc ça, par rapport à d'autres, c'était assez décalé. Avant 9h30, je ne sers à rien. Mais vraiment à rien. Un point commun déjà. Catastrophe. 9h30, encore 9h30, je suis optimiste. Hein. Parfois, c'est plus tard. Par contre, après, jusqu'à 13h, je dirais. 13h, 13h30, je peux même tirer jusqu'à 14h, je suis nickel. Là, après, il faut que je mange quand même, parce que je suis un être humain. Et une fois que j'ai mangé, je ne sers plus à rien non plus, jusqu'à 16h30, 17h30. 17h. Ouais. Et en fait, là, c'est le moment où il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses, mais moi, quoi que je fasse, il y avait rien qui sortait. C'est une catastrophe. Je peux me lancer sur des tâches créatives, sur des tâches analytiques, sur n'importe quoi que ce soit, ça ne marche pas. La conclusion, c'est qu'après 3 heures de travail, 0. Ouais. Et le soir, par contre, t'es plus trop productive le soir, tu travailles. Et après de 17h30 à 20h, je finis, c'est parfait. D'accord. Et après, c'est à partir du moment où tout le monde s'en allait. Ouais. Ouais, c'est ce que je te disais. Pareil, après manger en général, 14h30, 17h, oh là, c'est l'heure un peu où on fait cette interview. C'est pareil, normalement, je fais ma petite sieste. Je vais sur Instagram, je réponds aux messages, je réponds aux mails, mais voilà, il n'y a rien de productif. Je suis un peu comme toi. Le matin, c'est pareil. Je me réveille tard en général. Et puis, par contre, je suis très productif le soir, même après manger. Par contre, je pourrais ne pas m'arrêter parce que c'est là, en fait, il se passe plus rien. Il y a plus, t'as plus de choses extérieures, de distractions extérieures, tu reçois plus de mails, il y a plus personne qui va t'appeler, t'as plus de notifications. Et là, quand il se passe plus rien, il y a pas de bruit, tout le monde dort, et moi je peux être vraiment très productif. Ah, complètement, je suis d'accord avec toi. Ça peut m'arriver, ça arrive pas souvent, mais quand je suis sur un truc qui me passionne, le temps passe très très vite. Ouais. Vraiment très très vite. Est-ce que tu utilises des techniques un peu comme le Pomodoro ou moi c'est quelque chose que je fais pas mal. Alors ça dépend. En fait, ça dépend de ce que j'ai à faire. En général, j'essaie de faire 100. Mais quand j'ai vraiment, quand j'ai des reportings à faire pour mes clients en début de mois et que. En fait, c'est sur les trucs chiants où il faut vraiment que tu te forces. Voilà, quand j'ai besoin, c'est ça. Quand j'ai besoin de me forcer, je me dis, allez, 20 minutes, 25 minutes, et après, tu fais une pause. Allez, courage. Et en fait, en général, je me retrouve, une fois que j'ai commencé, je m'arrête jamais après 25 minutes, je m'arrête après 1 heure. Ouais. Parce qu'une fois que je suis lancée, quand il me dit fais une pause, je me dis, non, je suis dedans, là, je vais pas m'arrêter tout de suite. Donc, je respecte pas à la lettre la technique, mais si elle était pas là, ça te permet de te lancer. Je prendrais en retard, je pense, oui. Ouais, moi, c'est un peu pareil. En ce moment, je dois faire des fiches produits, par exemple, à mettre sur Amazon. Oui, voilà, ça. Et voilà, c'est des trucs, tu le fais une fois et c'est fini, mais ça fait 3 jours que je suis dessus, et si je fais pas de Pomodoro, je trouve énormément de choses à faire, autre que ça. Oui, c'est fou tout le ménage qu'on peut faire dans ces moments-là, ranger. Dingue. On trouve toujours une excuse pour pas faire ça. Se désinscrire des newsletters aussi, c'est un hobby. À ce moment-là, c'est pas mal. Ça devient une priorité absolue. C'est ça, exactement. Donc la partie travail, on a un petit peu vu. D'ailleurs, si tu peux dire en gros ce que tu peux faire, ce que tu apportes à tes clients, pour vraiment qu'on sache. C'est vrai qu'on n'a pas approfondi trop ce point. C'est gentil de vouloir en parler déjà. Alors en gros, je suis web marketer. Alors c'est un métier où il n'y a pas vraiment de titre à titrer, mais ma spécialité c'est le SEO. Ouais. C'est là où je m'amuse le plus. Tout ce qui est SEO, content marketing, un peu de social media parce que souvent ça vient avec, ouais. Voilà. Et tout ce qui est optimisation de sites.
Donc, faire en sorte que les tunnels de conversion fonctionnent, vérifier, faire des A/B tests, revérifier, réessayer, se planter, recommencer et au final améliorer les choses. Voilà. D'accord. Ok, donc ça, c'est ce que tu fais. Je travaille avec des clients qui sont assez divers. Enfin, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'éducation supérieure, donc j'ai encore beaucoup de contacts dans ce domaine-là. Mais je suis travaillée pour tout ce qui est e-commerce, pour des indépendants, pour du coaching, pour des artistes, pour qui d'autre de la rédaction web, des agences. Enfin, j'ai un peu travaillé avec beaucoup de monde différent. D'accord. Et pour te trouver, en fait, tu es sur des plateformes et il y a aussi ton site internet où on peut te contacter directement. Tout à fait. Donc c'est alizé.bodez. Alors alizébodez.com pour le site internet. Alizébodez.com, d'accord. Tout à fait. Ça, c'est et pour puis te après, trouver. sinon, @alizébodez, ça fonctionne à peu près partout. D'accord. Ok. Donc on a fait un peu le tour de ton travail, de comment tu travailles. J'aimerais qu'on parle, c'est quand même assez important, du lifestyle du nomade digital, parce qu'il y a, enfin, c'est ce que je disais, moi j'ai écrit un e-book justement, Libre de toujours voyager, où je partage mon expérience et je me suis rendu compte de la limite, c'est que c'est mon expérience et il y a autant d'expériences qu'il existe de nomades digitaux. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, ces interviews, pour vraiment diffuser la parole et l'expérience d'un maximum de personnes. Donc je voulais savoir, toi, comment tu gères tes voyages, comment tu bouges, est-ce que tu pars sur des coups de tête, est-ce que tu fais un plan, comment tu t'organises? Alors on a longtemps réfléchi à la question. La première destination où on est parti, c'était les Canaries parce qu'on voulait changer de Paris. Donc ça, c'était jackpot. Et on est nickel. Et on est parti aux Canaries pendant 5 semaines. Ça nous a permis d'avoir en fait, pour nous, c'était ok, on fait un premier live test, on part 5 semaines et après on avait des obligations en France, donc il a fallu qu'on revienne en France pour 1 mois avant de pouvoir repartir. Donc du coup on a fait ce petit essai et on s'est rendu compte que 5 semaines c'était beaucoup trop court. Pour nous en tout cas, dans notre façon de fonctionner, c'est beaucoup trop court. Donc la prochaine destination qu'on a prise, c'était Budapest, et Budapest on est resté du 20 juin au 22 septembre. Donc vraiment en 2018 c'était? Ouais, tout à fait. Ah, on aurait pu s'y croiser. Ah, c'est vrai? Ouais. J'étais septembre, octobre, novembre, j'étais à Budapest. Ah purée, zut, si j'avais su. Ouais. Parce que j'aurais pu te passer toutes les bonnes adresses aussi. Ouais. Parce que j'en ai découvert un paquet. Non, c'est une super ville, hein. Je pense que j'y retournerai. Alors pas en été parce qu'il fait très chaud et pas en hiver parce qu'il fait très froid, mais printemps-automne, c'est vraiment très sympa. Ouais. Non, c'est vraiment super. On a passé un super moment là-bas et puis c'était sympa parce que vu que c'est tombé pendant la période d'été, on a des amis qui ont pu venir, il y a la famille qui a pu venir. Enfin, on a servi un peu de mini plan vacances en fait pour nos proches parce que c'était assez peu cher pour eux pour venir. Et c'était la période, c'était un peu l'été indien en plus. Il a fait très beau. Il a fait super beau. Super chaud. En août là, c'était fournaise. Donc oui, du coup, on s'est dit 3 mois, ça fonctionne bien pour nous, pour plusieurs raisons. On travaille toute la journée, donc il peut nous arriver de pas mettre le pied dehors pendant 3 jours, en toute franchise. Quand on est dedans et on bosse. Et du coup, finalement, la vie, pour moi en tout cas, la vie de nomade digital, c'est une vie où, en fait, le soir, quand on sort, on est en week-end, on est en vacances, puis le week-end, on est en vacances. C'est un peu ça, parce qu'on découvre des nouveaux endroits, il y a tout l'aspect curieux, on peut aller visiter des nouveaux quartiers, tester de nouveaux restos, des choses comme ça. Ce que tu faisais pas à Paris où tu restais dans ton appartement. Ce que je faisais pas. Exactement. Mais ça veut pas dire qu'on est en vacances 24/24. Mon père a pas compris ce que je faisais. Enfin, quand je lui ai dit je pars aux Canaries pendant 5 semaines et on rend l'appartement à Paris, il m'a dit d'accord, et tu reviens quand de vacances? Je dis non, je pars pas en vacances. Je pars. Point. Et en fait, c'est ça, on a un mode de vie qui, finalement, dans la routine quotidienne, ça change pas de bouffer une âme tout le monde. On mange, on bosse, et après on fait une pause, on regarde la télé, on va se coucher, quoi. Ça n'a rien d'extraordinaire. On n'est pas c'est pas l'aventure tous les jours, c'est pas c'est pas de la folie tous les jours. Par contre, les week-ends et certains soirs, quand on sort, là, ça devient vraiment intéressant et on découvre des nouvelles choses. Donc, ce qui fait que si on reste quelques semaines à un endroit, on n'a pas le temps de voir. Pas le temps d'en profiter. On n'a pas le temps d'en profiter. Finalement, 5 semaines,
c'est comme si on avait pris une semaine de vacances aux Canaries. Ouais. Ça fait 5 week-ends, enfin 4 week-ends même, c'est pas, voilà, ça va très vite. Ça fait une semaine, ça fait pas plus. Donc, Vous distinguez vraiment. Ah oui, toi, ton conjoint, il travaille en remote, donc il a vraiment ses week-ends. Parce que moi, j'ai du mal j'aime bien en fait profiter de la ville là où il y a pas trop justement pas trop de personnes, pas trop de oui, je suis touristes. d'accord. Donc en général, je suis en décalé. Je travaille souvent le week-end et en semaine, j'en profite pour bouger. Ouais. Bah, c'est ce qu'on essaye. On essaye de le faire quand on peut, mais c'est vrai qu'il a des obligations tous les jours de réunion. Donc, pour l'instant, on fonctionne plus sur les week-ends. Après, c'est vrai que parfois, s'il y a besoin de se prendre une journée par-ci, une journée par-là, on peut le faire sans souci. Ouais. Donc, d'un point de vue de coordination, il faut quand même qu'il y ait des périodes, des jours où tout le monde travaille, quoi. Ouais. Donc, pour l'instant, on fonctionne plutôt comme ça. Et donc oui, pour le moment, on est sur un système où on essaie de rester 3 mois à peu près par endroit. Au niveau des loyers, on fonctionne surtout avec Airbnb. Ça revient moins cher aussi de rester plus de 28 jours quelque C'est part. ça, oui. Il faut savoir que réduction, ouais. si on réserve un appartement plus de 28 jours sur Airbnb, il y a une réduction qui peut parfois aller jusqu'à moins 70%. Même si on reste 20 jours, en fait, il vaut mieux réserver 30 jours. Ça te reviendra souvent moins cher même. Exactement. Tout à fait. Donc, faut pas hésiter à jeter un œil. Et à négocier aussi. À négocier aussi avec les propriétaires. Ouais, souvent, il y a les prix affichés et les prix qu'ils nous font derrière. Parce que pour eux, c'est rare qu'ils aient des personnes qui restent aussi longtemps. Et là, j'ai réservé un logement 1 mois et demi à Sofia, en Bulgarie. J'ai juste demandé si elle acceptait les animaux de compagnie pour la durée. Et elle a même pas répondu à mes questions. Elle m'a fait un meilleur prix. Et j'ai même pas négocié, elle m'a fait tout de suite un meilleur prix. Donc, il faut pas hésiter pour des longues durées. Il faut pas même hésiter à demander, à négocier un petit peu. Ça, c'est quelque chose que on s'est promis de faire, mais qu'on fait toujours pas parce qu'on est un peu timide, peut-être. Pas bon là-dedans, en tout cas. C'est pas dans notre façon de fonctionner. Et puis, surtout, en fait, dans les critères de recherche qu'on donne, on donne les prix qu'on est capable de payer. Et au final, on arrive toujours à trouver un truc qui nous convient. Donc, on s'est pas trop pris la tête là-dessus pour le moment, mais je pense que ça dépend aussi des destinations. Pour des destinations qui coûtent plus cher, j'hésiterais moins à négocier parce que, voilà. Faut quand même avoir. On a aussi des prérequis au niveau des appartements, ne serait-ce que d'un point de vue purement fonctionnel, d'avoir 2 pièces qui sont fermées, enfin un studio, parce que mon copain a besoin d'un niveau de confidentialité pour ces réunions qu'il peut pas avoir si je suis dans la pièce. Donc voilà, c'est des choses simples, mais il faut qu'on ait 2 pièces séparées. Enfin, c'est des petits prérequis qui font souvent augmenter le prix quand même. Donc. Ouais. Et d'ailleurs, comment vous gérez un petit peu cette vie H24 l'un sur l'autre, si je puis dire? Ben, ça va. Ça va. Ça va. En fait, on a une espèce, il y a une routine qui s'installe de la même façon que de travailler avec des collègues qu'on voit tous les jours. En fait, c'est un peu la même chose. Pour nous, ça s'est mis en place assez naturellement. Ça a pas été, il y a jamais eu de gros conflits, de trucs comme ça. On a chacun, il est en train de me faire des grimaces là-bas. Non, ça se met en place de façon assez simple pour nous. En fait, c'est ça, c'est quand il y en a un qui bosse, l'autre lui fout la paix, en général, le plus possible. Et puis on a eu enfin, ça fait qu'on a des échanges qui parfois tiennent plus des échanges entre collègues. C'est-à-dire les trucs du genre ah tiens regarde, je suis tombée sur un post où il y a un petit animal mignon, regarde, ou oh voilà un article intéressant sur blablabla. Et en fait ces trucs-là qu'avant j'échangeais avec mes collègues qui étaient juste à côté de moi parce que c'est eux qui pouvaient venir voir mon écran, hein, c'est simple, qui avait le contexte. C'est des échanges que j'ai aujourd'hui avec mon copain, ce que j'avais pas avant. Alors je sais pas si ça enrichit ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Et ouais, non, ça s'est fait de façon assez simple et jusque-là, ça fonctionne bien. Après, voilà, s'il y en a un qui veut bouger, faire autre chose, moi, quand je vais bosser dans des cafés, des choses comme ça, il n'y a pas d'obligation de suivre. Chacun fait sa vie. On se retrouve juste pour manger parce que, quand même. Et on a, voilà, des petits rituels, mais après, c'est un peu pépère, hein, finalement. Moi, c'était un peu une fausse question que je te posais parce que moi, c'est pareil, je travaille avec ma femme, donc on a des projets communs où pour le coup, on travaille vraiment ensemble et des projets un petit peu comme moi, par exemple, entrepreneur nomade et d'autres e-commerce. Mais pour moi, ça me pose aucun problème, même au contraire. Je trouvais ça plus dérangeant de passer plus de temps avec mon patron et mes collègues qu'avec ma femme. Mais je sais qu'il y en a qui se posent cette question.
alors que au final, c'est une fausse croyance parce que moi, je rencontre plus de personnes en travaillant à mon compte de chez moi que quand j'étais salarié et je voyais toujours mes collègues. Bah, il y a de ça, et puis il y a aussi le fait que moi, le fait de respecter mes moments de productivité, ça fait que, enfin, j'avais fait le compte, j'ai bossé quelques jours en remote quand j'étais dans mon entreprise, j'avais pu le faire, une fois que j'étais pas bien ou j'avais le plombier qui passait, enfin, ce genre d'événements de la vie. Et en fait, les jours où je bossais de chez moi, ma journée de travail a été finie en 4 heures, 3 heures parfois, T'es au lieu de beaucoup 8. plus productif, oui. Incroyable. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, en fait, c'est bête, mais l'environnement de bureau, certes, on rencontre des gens et des gens formidables, mais on est aussi On perd distrait beaucoup de en temps. permanence. Ouais. En permanence. Il y a machin qui se lève, qui va chercher un café, t'en veux un? Oui, d'accord, tu descends, tu remontes, tu Les repars. coups de cigarette, tout Ensuite, ça. ouais, alors ça, bon, c'était pas mon cas, mais il y a énormément, enfin, le temps que les gens passent sur les Oui. terrasses à Paris, c'est fou. Ouais, ces petites choses-là qui constituent aussi la journée de travail, moi, c'est pas des choses qui m'apportaient beaucoup. Ça pouvait m'apporter, évidemment, enfin, si mes collègues m'entendent, mes anciens collègues m'entendent, je vous adore, je vous aime, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas des moments, enfin, c'est pas des moments où je me sentais productive, efficace. J'ai pas, enfin, voilà, c'est des moments où je servais à pas grand chose, quoi. Et finir ma journée en me disant, bon, ben, aujourd'hui, j'ai envoyé 3 mails et j'ai bien discuté. Ouais. Ah, waouh. D'un point de vue estime de soi, c'est pas la super meilleure façon de valorisant. fonctionner. Non, pas trop. Ok. Et donc, t'avais fait Budapest et t'es allé ensuite, t'es revenu un peu en France, j'imagine, et t'es allé à Athènes, c'est ça, là, en ce moment, vous êtes à Athènes? Oula, non, il s'est passé plein de choses. En fait, alors on est parti à Budapest. Ensuite, moi, je voulais passer l'hiver en Italie, dans le nord de l'Italie, parce que j'ai une famille originaire en partie de là-bas et ça m'a toujours plu. Donc, je me suis dit, ce serait bien d'aller là-bas. Et en fait, on a trouvé un appartement à Bologne, là où il y a la bolognaise. Voilà. De façon très simple. On a trouvé un appartement à Bologne, mais qui était pas. Alors déjà, il y en avait peu et ils étaient chers et qui n'était pas disponible avant début novembre. Oui, c'est ça, début novembre. Du coup, on a eu un mois où on n'avait rien. Tout le mois d'octobre, là, c'était un peu la période creuse. Et en fait, on s'est dit, ben, on va chercher un endroit en Europe, pas en fonction trop de la destination, même s'il faut que ce soit près d'un aéroport quand même, mais plutôt en fonction de l'appart, parce qu'on avait passé beaucoup de temps à recevoir du monde à la maison à Budapest tout l'été. On était un peu crevés et on n'avait pas pris de vacances non plus. Donc on s'est dit on va se faire une petite pause et au moins se trouver un endroit cosy où on est bien, un bel appart. Et en fait on a trouvé un super appart à Gdansk en Pologne. Alors j'avais D'accord. pas du tout prévu d'aller à Gdansk en Pologne. Non, je pars demain en Pologne, moi. Ah bah voilà. Ouais. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est vrai? Dansk, en tout cas, c'est magnifique. C'est une petite ville, c'est pas gigantesque. Il y a des canaux en centre-ville, dans la vieille ville, qui sont magnifiques, avec des bateaux de pirates. C'est pas une blague. C'est super beau. En automne, avec les couleurs d'automne, ça allait super bien. C'était superbe. Et il Typiquement, y a c'est le genre de ville que tu t'aurais jamais fait si tu avais jamais. 5 semaines de vacances par an. Ah, mais quand je l'ai annoncé à Et mes parents, je dis on bon, te il va trouve des falloir du coup, on pépites, part hein. à Bologne, mais avant, on va un mois à Gdansk en Pologne. Quoi? Comment ça? Je suis ouais, bah écoute, ça s'est fait comme ça, voilà. Et super expérience. D'accord, donc la Pologne, ensuite La Pologne, ensuite Bologne, la bolognaise. voilà. Où là, enfin l'avantage de Bologne, c'est que c'est une ville, c'est la plus vieille université d'Europe. C'est une ville qui est toujours très étudiante et du coup qui est un peu moins chère que Florence, Milan, Turin, Trévise, etc. Qui sont vraiment Qui plus sont, touristiques et ouais, c'est plus hors chers. de prix. Les apparts là-bas sont vraiment très très chers. En tout cas, bien au-dessus de notre budget. Et du coup, c'est un endroit qui est assez central. On s'est retrouvé dans un quartier très résidentiel, donc on n'allait pas souvent au centre-ville. Et le centre-ville n'est pas celui qui m'a plu le plus. C'est très bien, hein, mais j'ai pas accroché. Par contre, la proximité avec Florence, ça fait que j'y suis allée 2 fois. J'en ai allé 2 fois à Venise aussi. C'était une chance énorme de pouvoir aller souvent dans ces endroits-là et de se balader
Sans se presser voilà, comme la plupart des vacanciers qui vont 2-3 jours, qui font tout rapidement sans vraiment prendre le temps. Ouais. Exactement, c'était ça. Non, c'était vraiment, on a passé un super moment. Et maintenant Athènes, et puis les projets pour les mois qui arrivent? Alors, en fait, mi-janvier, on a réservé Athènes. Donc on est arrivé tout début février et on repart fin avril. Et un jour où je procrastinais, pour revenir à la question de la productivité, c'est pas parce qu'on travaille productif qu'on ne procrastine pas. Je procrastinais sur Airbnb et je suis tombée sur, je me suis dit tiens, je sais pas où on irait pour l'été, mais j'irais bien dans un pays du Nord parce que Budapest il faisait vraiment trop chaud, j'irais bien un peu plus au nord pour qu'il fasse un peu moins chaud. Et je commence à regarder les pays, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, tout ça. Et je suis tombée sur un appart. Mais alors un appart, j'ai jamais vu un truc pareil, à Vilnius, en Lituanie, qui était disponible, qui était pas cher du tout. Et donc mi-janvier, on a loué jusqu'à fin août. Donc après Athènes, on part à Vilnius, en Lituanie, pour 4 mois. D'accord. Et dans un appart où il y a jacuzzi et sauna dans la résidence, une terrasse de 40 mètres carrés, ce qui fait 10 mètres carrés de plus que mon appart parisien, juste pour la terrasse. Voilà. Voilà, la vie, quoi. Et pour le coût de la vie sur place sera vraiment très, très accessible. Alors, voilà, en tout cas, on peut aborder la question sous, parce que c'est quelque chose sur lequel je vais communiquer de toute façon. Nous, notre standard, notre limite, en fait, c'est notre loyer parisien. Donc, en ça, on a une limite qui est très haute pour l'appartement. Parce que on s'est habitué à payer très cher pour les loyers pendant qu'on vivait à Paris. Et en fait, j'ai un petit coin dans mon carnet où je suis toutes les dépenses. Bologne, ça nous a coûté 1 000 € par mois de vivre là-bas. Pour deux? Sur Airbnb, pour deux. Pour le logement. Oui, pour le logement, tout à fait. Pour le logement. Ce qui était bien au-dessus de ce qu'on était prêt à, ce qu'on voulait payer. Nous, si on peut se retrouver en dessous de 900, 800, c'est mieux. Sachant qu'à Paris, on payait 1 200. Donc, on essaie d'être bien en dessous quand même. Là, Athènes, on est à 680 par mois pour deux. Ouais. C'est déjà, finalement, ça se nivelle en fait sur l'année. Et Vilnius, je crois que c'est autour de 700 par mois. 700 par mois avec la terrasse, le jacuzzi, tout ça. Avec la terrasse de 40 mètres carrés, jacuzzi, sauna. C'est un duplex en plus. Il y a une énorme cuisine. C'est fou. C'est juste incroyable. T'es précipité, on dirait. En fait, oui, c'est ça. C'est quand on a réservé Vilnius après Athènes et on s'est dit finalement. Alors bon, Vilnius là, ces temps-ci, il fait moins 3 degrés et il y a 50 cm de neige. Donc pour l'instant, on est bien à Athènes où il fait bon. Mais Vilnius, on a quand même très hâte d'aller voir cet endroit. Et puis je me suis un peu plus renseignée sur la vie en Lituanie. En termes de mentalité, ça peut bien me convenir. Ouais, c'est aussi important. Le mode de vie un peu sur place, que ça corresponde un peu. Et c'est vraiment beaucoup de pays européens. Est-ce que tu comptes partir plus loin, aller en Asie du Sud-Est, en Amérique? Alors c'est prévu. En fait, on est resté en Europe pour l'instant parce qu'on a un heureux événement du côté de la famille de mon copain qui va arriver dans quelques semaines. Si tout va bien. Donc on voulait être là aussi pour ces moments familiaux importants. Je vais avoir 90 ans de mon grand-père, c'est au printemps. Enfin, des moments importants comme ça. Faire des sauts de puce pour. On savait que ça allait arriver, donc on voulait pas non plus disparaître et être à l'autre bout du monde tout de suite. Parce qu'il y a quand même un attachement à ce niveau-là. Par contre, moi, je vais avoir 30 ans le 2 janvier de l'année prochaine et je trouve que ça sonne quand même très bien de se dire j'ai passé mes 3 premiers mois de 30 ans à Bali. Je trouve que ça donne le ton pour la décennie à venir et donc du coup, on est en train d'organiser ça tranquillement pour aller passer l'hiver prochain à Bali et tant qu'on y est, peut-être bouger un peu plus en Asie ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande une fois qu'on est de ce côté-là du globe. À voir. Bali, c'est vraiment super aussi. Ouais. J'ai vraiment hâte. Je sais que ça va me plaire. J'ai fait tellement longtemps que j'ai ce pays en ligne de mire. Je sais que ça va me plaire. Faut juste le plus compliqué en fait, c'est de prendre l'avion et d'y aller, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. C'est ça. Une fois que tu es sur place. Une fois qu'on est sur place, tout va bien. Donc,
Donc, essayer d'aller profiter un peu de la météo là-bas pour l'hiver prochain. Bah super, des super projets en perspective alors. Exactement. Bah merci beaucoup hein, pour ton expérience, pour ton partage d'expérience. Si tu peux juste me répéter où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et sur ton blog. Alors, Alizée Baudez, à peu près partout. Donc, A-L-I-Z-E-E, B-A-U-D-E-Z. Ça fait beaucoup de Z. Donc ça, c'est Twitter, Instagram, LinkedIn et mon site internet qui est alizebaudez.com. Merci beaucoup à toi. Et puis à très vite. Peut-être que je viendrai squatter ton jacuzzi. Avec grand plaisir. Tu es le bienvenu. Il n'y a pas de souci. À très bientôt. Salut. Ciao. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion. Et n'hésite pas à interagir avec le podcast, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux et aussi des grands voyageurs. Pour ma part, tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit Libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. À très vite.